Très bien, donc bonjour tout le monde, on est le vendredi 15 novembre 2019 et on va donc aborder une série de... Donc je vais décomposer cette vidéo qui va être très longue en petites séquences. Cette communication, cette vidéo, ce cours va intéresser toutes les personnes qui vont effectivement faire des mathématiques financières, que ce soit en DCG, en DSCG. Donc il y a une partie vraiment incontournable qu'il va falloir effectivement maîtriser. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, avant d'aborder donc cette partie liée aux mathématiques financières, je vais donc faire un rappel sur des notions essentielles, des notions mathématiques qu'il faut bien entendu maîtriser. Alors vous m'arrêtez si jamais vous voyez que mon explication est soit légère, soit insuffisante, soit incompréhensible. En tout cas, n'hésitez pas à intervenir. Alors nous avons d'abord besoin d'une chose lorsqu'on fait des mathématiques financières. Nous avons besoin d'une chose, c'est d'abord de manipuler tout ce qui est calcul de puissance. Première chose. Donc, quand vous avez un nombre à la puissance n, a c'est a fois a fois a. Autrement dit ici, n facteurs. Autrement dit, si j'ai 2 au cube, ça fait tout simplement 2 fois 2 fois 2. 3 facteurs de 2. D'accord? Donc là, il ne faut pas que le cours, il ne faut pas que vous soyez, si vous voulez, gênés par des aspects mathématiques. Donc on va régler ce problème-là. Ça va être une petite révision. Et ensuite, on va passer au cours proprement dit. Il ne faut pas qu'on ait de difficultés à ce niveau-là. Donc a exposant n, avec bien sûr n plus grand ou égal à 2, c'est a fois a fois a fois a. Puisque a égale a à la puissance 1, c'est a. D'accord? A à la puissance 1, c'est a. Et donc vous allez me dire pourquoi j'écris n plus grand ou égal à 2. Donc j'ai pris n égale 1. Mais que se passe-t-il pour a exposant 0? Alors, il faut savoir que a exposant 0 est toujours égal à combien? À 1. Alors, très facile à comprendre. Pourquoi a exposant 0 est toujours égal à 1? Pour cette raison-là. Regardez bien. Admettons que je prenne 10 puissance 4. Ça fait donc 1 suivi de 4 zéros. Ça fait 10 000. Ensuite, je prends 10 puissance 3. Ça me fait donc 1000. Ensuite, je prends 10 puissance 2. Ça me fait 100. Ensuite, je prends 10 puissance combien? 1. Ça me fait quoi? 10. Vous remarquez que pour passer de là à là, j'ai divisé par 10. Pour passer de 10 000 à 1000, j'ai divisé par 10. Donc pour passer de 1000 à 100, j'ai divisé par 10. Pour passer de 100 à 10, j'ai divisé par 10. Ici, exposant 4, exposant 3, exposant 2, exposant 1. Qu'est-ce qui vient juste après? Puisque 3, 4, 3, 2, 1, donc ça me fait quoi? 10 exposant combien? 0. Et donc là, pour passer de là, de cette ligne à cette ligne, je vais diviser par 10. Donc là, je vais diviser par 10, ça fera combien? Voilà pourquoi 10 exposant 0, c'est 1. Bon, je l'ai fait avec 10, on peut le faire avec n, avec a, à la puissance n. Donc a exposant 0, ça fait bien sûr 1, à condition que a soit non nul. Donc n'importe quel nombre à la puissance 0, c'est 1. D'accord? Maintenant, je continue ma description. Je suis à 10. D'accord? Donc 4, 3, 2, 1, 0. Et qu'est-ce qui vient après? Voilà. Donc 10 exposant moins 1. Ça, c'est très important en mathématiques financières. On aura souvent des exposants négatifs. Donc 10 exposant moins 1, puisque j'ai divisé par 10 à chaque fois. Qu'est-ce qui va venir après? Ça fait donc forcément 1 sur 10, puisqu'on divise par 10. Et après 10 puissance moins 2. On divise encore par 10. 1 sur 10 divisé par 10, ça fait 1 sur 100. 1 sur 10 divisé par 10, ça fait 1 sur 100. Mais c'est quoi 100? C'est 10 au carré. Donc ça fait 1 sur 10 au carré. Et donc si je continue ainsi, je vais montrer que 10 exposant moins n, ça serait donc combien? 1 sur 10 exposant n. Est-ce que c'est bon?
Donc ça c'est très important. Une puissance négative, un nombre à une puissance négative, c'est l'inverse du nombre à la puissance positive. Donc ça c'est un résultat très important. Ouais. Parce qu'en maths phi, il y aura toujours des puissances négatives. Donc ça il faut bien le maîtriser. Okay. Maintenant, on peut avoir ce qu'on appelle la puissance d'une puissance. Là, je vous donne les fondements, parce que vous allez voir, quand on est mathématiquement à l'aise, quand on a les fondements, après le reste c'est très simple. On va tout essayer de comprendre. Ce que vous allez prendre en maths phi aujourd'hui, peut-être certains l'ont déjà vu, puisqu'ils ont assisté à certains cours il y a ça maintenant 2 ans ou 3 ans, c'est ça 3 ans, hein, ça remonte. Mais bon, en 3 ans, j'ai été assez vite, donc là, je vais reprendre les fondements. Donc, vous devez, à la fin du cycle, avoir vraiment une connaissance précise de tout ce qui est valeur acquise, valeur actuelle. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires. Okay. Mais assurons-nous que les fondements sont là. Donc, je continue. Donc, ici, si je généralise, c'est pas la peine d'écrire tout ça, hein, c'est pas la peine. Hein, c'est pas la peine. C'est juste pour nous remettre au goût du jour. Alors, maintenant, si je réécris ce que j'ai écrit, donc je sais que A exposant n, donc c'est A fois A, n facteur. Je viens de montrer que A exposant moins n, c'est 1 sur A exposant plus n. Juste pour finir, lorsqu'on a la puissance d'une puissance, quand vous élevez un nombre, donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire A exposant n fois A exposant n fois A exposant n. Mais combien de facteurs? M facteurs. Ça veut dire A exposant n plus n plus n plus n, combien de fois n? M fois n. Autrement dit, A exposant n, le tout exposant m, c'est A exposant n fois m. Est-ce que c'est bon? Ok? Donc voilà pour déjà le premier rappel pour ce qui est des puissances. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ok. On va maintenant passer à un deuxième aspect, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur des cours que j'ai fait plus en détail. En mathématiques financières, il y a une notion qui est incontournable. C'est tout ce que vous avez appris ou pas appris sur les suites géométriques. Donc ce que je vais vous faire ici, c'est un élément essentiel, central. Okay. Donc je vais aborder, donc je vais vous donner l'essentiel de ce qu'il faut savoir concernant donc les suites géométriques. Donc quand vous avez une quantité de ce type, 3, 6, 12, 24, d'accord? La particularité de cette série, ou de ces deux nombres, c'est que pour passer d'un nombre à l'autre, on multiplie à chaque fois ici par 2. Donc là, je dis que la série qui est là, la suite qui est là, c'est une suite de nombres en progression géométrique. Le premier terme, c'est 3, et la raison, c'est combien? 2. Ok. Donc, vous serez en présence d'une suite géométrique dès lors que pour calculer le terme d'après, vous multipliez le terme précédent par le même nombre qu'on appelle comment? La raison. D'accord? Alors, maintenant, comment on peut modéliser ça? Admettons que ici, je reprenne la série tout à l'heure. Mon premier terme, je l'appelle U0. C'est mon premier terme. Le terme suivant, je l'appelle U1. Le terme d'après, je l'appelle U2. Et bien sûr, ici quelque part, je l'appelle UN. Et le suivant, quel est le successeur de UN? UN plus 1. D'accord? D'accord? À quelles conditions cette suite-là est géométrique? Elle est géométrique si, pour passer de celui-ci à celui-ci, on multiplie par un nombre qu'on appelle la raison Q. Pour passer de celui-ci à celui-ci, on multiplie par un nombre qu'on appelle la raison Q. Pour passer de celui-ci à celui-ci, on multiplie par un nombre qu'on appelle la raison Q. Donc, qu'est-ce que c'est une suite géométrique? À quelles conditions je dirais que UN est une suite géométrique? UN est une suite géométrique s'il existe un réel Q non nul appelé raison, tel que UN plus 1, le terme suivant est égal au terme qui le précède, multiplié par Q. Voilà ce qui caractérise une suite géométrique.
Ça veut dire que la suite UN est une suite géométrique de réseaux Q. Et de premier terme combien? U0. Donc une suite géométrique, elle est entièrement déterminée par deux choses, par le premier terme et la raison. Voilà la définition mathématique d'une suite géométrique. Et vous allez voir que cette écriture est essentielle. Alors maintenant, je vais prendre un exemple d'application d'une situation économique où on a effectivement une suite géométrique. Si on vous dit par exemple le PIB d'un pays, d'accord? Si on vous dit le PIB d'un pays croît tous les ans de 5%. D'accord? Le PIB d'un pays croît tous les ans de 5%. Et je dis que le PIB à l'instant 0, c'est-à-dire aujourd'hui, ce PIB, je l'appelle P0. D'accord? Je vais montrer que le PIB d'une année sur l'autre, les PIB successifs, vont former automatiquement une suite géométrique. Mais si je veux démontrer que c'est une suite géométrique, il faut que je trouve la raison. Le premier terme, je l'ai, c'est P0. C'est mon PIB aujourd'hui. Quel sera mon PIB l'année prochaine? Quel sera mon PIB dans 2 ans? Quel sera mon PIB dans 10 ans? Ça, on le verra après. Mais avant de faire ça, je vais d'abord vous montrer pourquoi, si vous avez des PIB qui augmentent tous les ans de 5%, nous avons effectivement, pour passer de P0 à P1, P2, nous avons une suite géométrique. Regardez comment on fait. On va s'appuyer sur la définition seule. Quel serait mon PIB en N plus 1? Mon PIB en N plus 1, quel est-il? C'est mon PIB atteint l'année précédente, c'est-à-dire Pn, plus l'augmentation, puisque j'ai un taux de croissance de 5%, plus 5% de Pn, est-ce que ça va? Plus 0,05 Pn, est-ce que ça va? Donc Pn plus 1 égale Pn plus 0,05 Pn. Vous voyez, vous avez 1 fois Pn et vous avez ici 0,05 fois Pn. Je peux mettre Pn en facteur. Si je mets Pn en facteur, ça me donne quoi? Pn plus 1 égale, je mets Pn en facteur, ça fait 1 plus 0,05. Facteur de quoi? De Pn. Vous voyez, si vous développez, Pn fois 1, ça fait Pn, et Pn fois 0,05, ça fait 0,05 Pn. 1 plus 0,05, c'est 1,05. Vous avez donc Pn plus 1 égale à 1,05 Pn. Et que traduit cette relation? Vous avez le lien entre deux termes consécutifs. Vous voyez que le terme de rang n plus 1 est égal au terme de rang n que multiplie 1,05. Ça veut dire que les PIB successifs, P0, P1, P2, Pn, ils forment une suite géométrique de premier terme combien? P0 et de raison combien? 1,05. Donc quand on vous parle d'une croissance de 5%, dans votre esprit, c'est toujours quelque chose qui croît de 5%, donc on a ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur de 1,05 qu'on appelle une raison. Okay. On va rester avec le même esprit pour coller aux mathématiques financières. Si je vous dis, on effectue un placement à intérêt composé. Qu'est-ce que c'est un placement à intérêt composé? Vous placez un capital. Vous définissez le taux d'intérêt. Admettons que le taux d'intérêt soit de 5% annuel. Donc tous les ans, vous avez 5% de ce que vous avez acquis l'année précédente. Ça, c'est votre intérêt. L'intérêt composé, c'est quoi? Vous avez un capital. Au bout d'1 an, il va produire des intérêts. Ces intérêts-là vont s'ajouter au capital. Et l'année d'après, c'est ce nouveau bloc qui va de nouveau produire des intérêts. Autrement dit, les intérêts sont comment? Capitalisés. Est-ce que vous m'avez compris? Autrement dit, les intérêts fabriquent des intérêts. Ça va? Les intérêts fabriquent des intérêts. On parle d'un placement à intérêt composé. Le schéma, c'est quoi? Le schéma mathématique. Regardez bien, je vais changer qu'une chose, l'écriture. Au lieu d'écrire P0, je vais écrire le capital initial C0. Je vais écrire le capital initial C0. Je place un capital C0 au taux de 5%. Et je vais analyser mes valeurs acquises successives d'une année sur l'autre. Combien j'ai au bout d'1 an? J'ai C1. Au bout de 2 ans, j'ai quoi? C2. Au bout de N années, j'ai Cn. Comment? Quelle relation lie C0, C1, C2, Cn? C'est ce que je vais vous montrer. C'est exactement le même schéma. En anglais, on dit the same pattern. Le même motif, en fait. Le motif, c'est quoi? Regardez bien.
Cette fois-ci, je vais commencer par l'année 1, pour que vous compreniez. Qu'est-ce que j'ai au bout de 1 an? Au bout de 1 an, j'ai quoi? J'ai le capital placé, plus 5% du capital placé. Est-ce que c'est bon? Ce qui veut dire 0,05 C0. Et vous avez compris, vous mettez C0 en facteur. C'est comme s'il y avait ici 1 fois C0, ce qui vous donne tout simplement C1 est égal à 1,05 C0. Donc le capital l'année d'après, c'est le capital atteint l'année précédente multiplié par 1,05. Est-ce que ça va? Je vais me placer maintenant dans le contexte général et je vais dire, quel est mon capital acquis en N plus 1? Mon capital acquis en N plus 1, c'est la valeur acquise l'année précédente, c'est-à-dire combien? Non, CN. CN. Plus l'intérêt produit par CN pendant 1 an. C'est-à-dire plus 5% de CN. Est-ce que c'est bon? Et vous mettez CN en facteur. Ce résultat traduit quoi? Ce résultat traduit que toutes les valeurs acquises C0, C1, C2, C3, Cn forment une suite géométrique de premier terme combien? C0 et de raison combien? 1,05. 1,05. Est-ce que c'est bon? Donc dans votre esprit, chaque fois qu'une quantité augmente d'un pourcentage, vous avez une suite géométrique. Si le taux d'augmentation est de T%, vous avez forcément une suite géométrique de 1 plus T sur 100. Si ça diminue de 5%, ça baisse de 5%, ce qui n'est pas le cas en maths phi, mais en général, ça baisse de 5%, la raison c'est 1 moins 5%, donc 0,95. D'accord? Ça augmente de 5%, c'est 1 plus 0,05, ça diminue de 5%, c'est 1 moins 0,05. Ok? Maintenant, on arrive à quelque chose de très intéressant. C'est très bien de savoir, d'avoir établi le lien entre Cn plus 1 et Cn. C'est très bien d'avoir établi le lien entre C0 et C1. Maintenant, que se passe-t-il si mon capital C0, je le place pendant 4 ans, je le place pendant 5 ans, je le place pendant 10 ans? C'est ça le premier titre du cours, parce qu'en mathématiques financières, rappelez-vous, vous avez 4 formules. Vous allez voir qu'avec ces 4 formules, vous pourrez tout faire. Mais ces 4 formules-là, on ne va pas simplement les écrire et les aligner, on va effectivement à chaque fois les amener au travers d'un raisonnement. Et vous allez vous approprier le raisonnement afin de gagner en autonomie. Parce que mon but, c'est que vous sachiez à la fin de la séquence être capable de démonter n'importe quel type de montage financier dès lors que vous avez à chercher des valeurs actuelles, des valeurs acquises, peu importe. Que ce soit un emprunt obligataire, un emprunt individu, peu importe la situation. Vous n'aurez aucun problème de raisonnement en fait, parce qu'on aura mis en place les formules, mais on les aura justifiées. Ok? Est-ce que pour cette partie-là, c'est bon? Bien, maintenant, je vais vous montrer comment on calcule le terme de rang n. Regardez. Ici, j'ai une suite géométrique. Ça, c'est mon premier terme U0. Le terme suivant, regardez bien, le terme suivant, U1, est égal à quoi? À U0 fois Q. Le terme suivant, la raison, c'est Q. U1, c'est U0 fois Q. U2, c'est quoi? Je m'appuie que sur la définition. U2, c'est quoi? U1 fois Q. U3, c'est quoi? U2 fois Q. Enfin, je m'arrête à U4. Et je peux aller jusqu'à UN. Je peux continuer comme ça. D'accord? Donc, je dispose de la définition que j'applique à chaque fois. Le terme suivant, c'est le terme qui le précède fois la raison. D'accord? Ici, j'ai au total 4 égalités. J'ai 4 égalités. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque j'ai des égalités, je peux effectuer une multiplication membre à membre. C'est-à-dire que je peux faire ça, fois ça, fois ça, fois ça, égale tout simplement ça, fois ça, fois ça, fois ça. On y va. Qu'est-ce qu'on obtient à gauche? U1, que multiplie U2,
que multiplie U3 que multiplie U4 égale à droite. Qu'est-ce qu'on obtient à droite? U0 que multiplie U1 que multiplie U2 que multiplie U3. Mais là, tout à l'heure, on a vu les puissances. On sait qu'il faut faire quoi? Q fois Q fois Q. Il y a combien de facteurs? 4 facteurs. Donc ça fait combien? Q exposant 4. Il ne faut pas qu'on soit gêné par les mathématiques. Il ne faut pas qu'on soit gêné. Donc ce dont on a besoin, on l'a fait précédemment. Donc Q fois Q fois Q fois Q, c'est écrit Q exposant 4. Maintenant, vous avez une égalité. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque j'ai une égalité, je peux diviser les deux membres par le même nombre non nul. Si je divise à gauche par U1, U1 divisé par U1, ça fait 1. Mais comme j'ai divisé à gauche par U1, je divise à droite par U1. J'ai divisé à gauche par U2, je divise à droite par U2. J'ai divisé à gauche par U3, je divise à droite par U3. Et j'obtiens quoi à gauche? U4 est égal à quoi? U0, Q à la puissance 4. Ça veut dire que j'ai trouvé le quatrième terme, cette fois-ci, en partant simplement du premier de la raison. Je n'étais pas obligé de calculer les termes qui le précèdent. Pour calculer U4 d'après la définition, il faut calculer U2, il faut calculer U3, il faut calculer U4. Grâce à ça, j'ai pu trouver une relation qui me donne directement U4 à partir de U0. Et cette formule-là est essentielle. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans l'aspect mathématique parce que ce n'est pas le but, mais simplement, vous pouvez continuer à faire ce qu'on appelle en mathématiques un raisonnement par récurrence, faire une récurrence sur n, et vous pouvez ainsi trouver une formule pour n en écrivant un, qu'est-ce qui peut finir la phrase? Égale U0 que multiplie quoi? Q à la puissance n. Est-ce que ça va? Voilà la formule. Quand vous avez une suite géométrique, il faut que vous ayez toujours à l'esprit le calcul du nème terme. On calcule le terme de rang n en faisant le premier terme U0 que multiplie Q à la puissance n. Et c'est cette formule-là qu'on va utiliser juste après pour calculer la valeur acquise par un capital. D'accord? Ok. Bien, donc ça c'est la partie 1. D'accord? Je vais décomposer le cours en plusieurs parties, ça évite ce qui veut dire que vous pouvez aller faire un petit tour dehors et revenir après pour voir la partie 2. Donc je vais couper la vidéo et je vais la reprendre pour la première partie. D'accord? Parce que j'ai des vidéos qui en général font 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Et peut-être que c'est un peu long, donc je vais faire ça en plusieurs séquences et je vais mettre ça dans une playlist. Donc je vais couper cette vidéo et je vais maintenant commencer par la première formule de mathématiques financières.